On va commencer cette audition, Monsieur Roger, hein. Vous êtes chef de service à la DDTM, vous vous occupez d'agriculture, forêt, développement durable, c'est bien ça? C'est bien cela. Parfait. Donc, merci donc d'avoir accepté cet entretien qui vient dans la dernière partie du débat. La DDTM a publié sur le site du débat une note tout à fait précise sur la façon dont va s'organiser le boisement compensateur, ou de s'organiserait le boisement des compensateurs. Donc cette note a été fort appréciée du public. Elle a donné matière à un certain nombre de questionnements ou d'interpellations, et c'est l'objet de cette rencontre que de donner les dernières réponses en fin de débat à ces interrogations. Donc, je vais, pendant peut-être une petite demi-heure, 40 minutes, vous soumettre ces questions et vous leur apporterez les réponses qui vous semblent opportunes. Alors, une première question, Monsieur Roger, porte sur l'objet des boisements compensateurs. Et au fond, comment cette compensation, qui est essentiellement économique, enfin qui porte sur la filière, s'articule avec d'autres formes de compensation, notamment les compensations environnementales. Donc, première question, quel est l'objet de ces boisements compensateurs tels que définis par la loi ou les différents documents, les différents codes? Alors oui, effectivement, la procédure de boisement compensateur est fixée par le Code forestier. Donc, c'est une procédure qui vise essentiellement à maintenir le capital de production forestière. Donc, on n'est pas dans la même approche que pour les compensations environnementales. C'est pour ça qu'un même dossier peut être soumis à la fois à compensation forestière et à compensation environnementale. Alors, en l'occurrence, compensation forestière, l'objet, c'est de maintenir le capital, entre guillemets, de production forestière, donc en reboisant des parcelles dans une essence équivalente à celle qui a été défrichée et capable de produire du bois en volume équivalent pour compenser les pertes liées au défrichement. Donc ça, c'est le principe général, sachant que malgré tout ce que dit le Code forestier, c'est qu'on ne doit pas tenir compte que de l'impact économique du défrichement. Donc le défrichement se met en œuvre en appliquant un coefficient de compensation. Et ce coefficient de compensation tient compte à la fois, donc, comme je viens de le développer, de la valeur économique des forêts, mais qui tient compte aussi des enjeux sociaux et environnementaux attachés aux forêts qui ont été défrichées. Donc, ce que dit le texte de loi, c'est que le coefficient de compensation doit être de minimum de 1, donc 1 pour 1. Donc là, on est dans la compensation strictement en volume, mais s'il y a d'autres enjeux, ce coefficient peut monter à 5. Voilà. Donc, il nous appartient, nous, services de l'État, de fixer pour chaque projet le coefficient qui nous semble adapté au projet en fonction des enjeux attachés à la forêt qui est défrichée. Alors moi j'ai deux questions. Cette compensation, elle se fait en volume ou en surface? Alors, elle se fait en surface, la compensation. D'accord. Donc, c'est bien une surface équivalente. D'accord. Et le ratio de 1 à 5 se calcule en fonction, si l'on peut dire, de la valeur patrimoniale, de la valeur économique, de la valeur forestière du bois. Pour dire les choses simplement, c'est plus si c'est du chêne que si c'est du pin ou pas. Est-ce qu'on peut dire Non, ça? ce n'est pas tout à fait ça, parce qu'en termes de production, le chêne et le pin ont chacun leur valeur. Donc, là, on ne met pas un coefficient supplémentaire en fonction de la nature des essences forestières. En revanche, si on a des milieux exceptionnels, je pense par exemple aux hêtraies du Ciron, les sites Natura 2000, qui font l'objet d'un défrichement, là, on va demander une compensation beaucoup plus forte parce que ce sont des forêts qui ont un intérêt patrimonial, environnemental important. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là, ce n'est pas lié directement à l'essence, mais c'est plutôt lié à la forêt elle-même. Et la compensation se fait dans la même essence? Alors oui, ça c'est une règle aussi. Alors ça c'est une règle qu'on a fixée parce qu'en fait il y a la loi, donc la loi ne va pas dans ce détail, mais derrière il y a des doctrines pour la mise en œuvre de la loi. Et donc pour la Nouvelle-Aquitaine et en particulier l'ex-Aquitaine, on a des lignes directrices qui ont été adoptées en 2015
donc qui précise bien que, notamment pour le pain maritime, compte tenu du contexte particulier du pain maritime, où on a un massif dans lequel la totalité de l'accroissement naturel de la forêt est valorisée par les entreprises locales, donc une forêt qui alimente une industrie locale très importante en termes d'emploi et d'économie. Donc, pour maintenir ce potentiel de récolte de bois de pain maritime, lorsqu'on défriche du pain maritime, on impose un reboisement en compensation en pain maritime. D'accord. Alors, on rentre maintenant dans le détail de la procédure. Quelle est la procédure? Qui cherche les parcelles sur lesquelles on compense? Qui valide ces parcelles? Qui contrôle que le reboisement s'effectue? Et dans quel calendrier? Alors, pour répondre aux premières questions, donc, qui valide les parcelles? Ce sont les services de l'État. Donc, on est bien dans une procédure encadrée, une procédure réglementaire. Donc, on a quand même un cadre qui nous dit qu'on ne peut pas compenser sur des parcelles qui sont bienvenantes, c'est-à-dire des parcelles qui produisent. On ne peut pas compenser une parcelle bienvenante de pain maritime par une parcelle bienvenante de pain maritime, parce que là, il n'y a pas de plus-value. Donc, les principes dans la recherche des peuplements, c'est bien de rechercher des peuplements qui sont en impasse de sylviculture, donc de faible valeur économique. Donc, soit ça peut être carrément des landes ou entre guillemets, des friches, des terrains qui ne sont pas boisés, mais même s'ils restent de nature forestière. Et puis, ça peut être des forêts, mais des forêts qui ont subi des accidents, alors soit des tempêtes, soit des accidents sanitaires, soit qui ne sont pas en station. Donc, on a notamment en Dordogne, on en a parlé déjà, des taillis des périssants de châtaigniers qui ne sont plus en station. Et donc, ces forêts, si on veut qu'elles puissent de nouveau remplir toutes leurs fonctions, et notamment leur fonction de pompe à carbone, il faut les renouveler. Et donc, c'est ce type de peuplement en impasse de sylviculture ou très appauvri qu'on recherche pour accepter des boisements compensateurs. Est-ce que les critères d'éligibilité des parcelles à replanter peuvent évoluer? Est-ce que, par exemple, on peut avoir des friches agricoles en déprise? Le cas a été cité de friches agricoles dans le nord de la Gironde. Est-ce que la liste change? Est-ce que la liste évolue? Est-ce que l'État reclasse des parcelles qui n'étaient pas en parcelles sur lesquelles on peut replanter? Comment tout ça bouge? Alors, comment ça fonctionne? Oui, c'est une très bonne question. Donc, sur le point des friches agricoles, ce n'est pas clairement la priorité, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait concurrence entre forêt et agriculture. Mais en revanche, si la Chambre d'agriculture estime que certaines parcelles de faible valeur agronomique peuvent être proposées en compensation forestière, on les accepte. Alors, tout ça est organisé via on a mis en place en Aquitaine une bourse au boisement compensateur. Voilà, donc, c'est une démarche volontaire, justement pour, entre guillemets, faire en sorte, anticiper sur les demandes en boisement compensateur. Parce que, comme vous l'avez pressenti, on a des délais réglementaires pour instruire ces demandes d'autorisation de défrichement. Donc, l'écueil qu'on voulait éviter, c'est que si on ne s'y prend pas à l'avance, les porteurs de projets ne vont pas trouver de parcelles pour réaliser les compensations. Et dans ce cas-là, ce que dit la loi, c'est qu'à défaut de boisement compensateur, les porteurs de projets peuvent verser une indemnité à au fonds stratégique forêt-bois. Mais entre guillemets, du coup, alors je mets tous les guillemets qui vont bien, mais c'est une perte pour la forêt locale, parce que c'est de l'argent qui remonte à un fonds national. Donc, il peut revenir pour partir en région pour des opérations d'amélioration sylvicole, mais ce retour n'est pas automatique. Donc, il est préférable de mettre en œuvre les boisements compensateurs sur des parcelles qu'on aura trouvées. Donc, pour faciliter toute cette démarche, on a mis en place cette bourse qui permet à des opérateurs agréés. Donc là, cette bourse n'est pas ouverte à n'importe qui. Donc, c'est des gestionnaires forestiers professionnels, soit des experts forestiers, soit des ingénieurs forestiers agréés, qui peuvent proposer des parcelles sur cette bourse. Et les services de l'État vont ensuite vérifier que ces parcelles répondent bien aux critères d'éligibilité qu'on a évoqués tout à l'heure, de faible valeur économique, etc. Et ensuite, ces parcelles sont validées et sont, entre guillemets, disponibles. Et un opérateur peut aller consulter cette bourse
et un porteur de projet, et il aura les coordonnées des opérateurs qui proposent des parcelles en compensation. Donc après, le rôle de l'État, c'est de valider ces parcelles, mais ensuite, c'est bien aux porteurs de projet et aux opérateurs de rentrer en contact pour nous proposer, in fine, des parcelles en compensation. Très bien. Et alors, on rentre encore dans le détail. Qui exploite les nouvelles parcelles? C'est-à-dire qu'on a repéré des parcelles de la nature que vous évoquiez. Donc, qui les exploite? Quel loyer ou quel revenu? C'est des questions peut-être un peu naïves, hein, mais c'est des questions qui étaient posées, je les ai sous les yeux. Quel loyer ou quel revenu pour le propriétaire qui met à disposition son terrain? Je dispose, moi, d'un terrain correspondant aux caractéristiques que vous avez dit. Il est repéré par les opérateurs de la filière, comme vous l'avez indiqué. Donc, qui va exploiter ça? Quel va être le loyer? Quel revenu? Et pour quelle durée? Alors, là, si vous me permettez, la première des choses, c'est qu'il faut que le propriétaire s'inscrive dans une démarche de gestion durable. C'est-à-dire qu'on ne veut pas non plus reboiser des parcelles qui, derrière, ne seraient pas suivies. Donc, il y a quand même un engagement du propriétaire de suivre ces parcelles. Alors, cet engagement, il prend deux formes. La première forme, c'est bien de souscrire un engagement de gestion durable. Donc, un engagement de gestion durable reconnu par le Code forestier. Donc, c'est soit, en fonction des surfaces, c'est un plan simple de gestion ou un certificat de bonne pratique sylvicole. Donc, il y a un engagement de gestion durable. Et ensuite, il y a quand même aussi, on regarde dans l'éligibilité des parcelles, une notion de surface. C'est-à-dire qu'on ne va pas autoriser des reboisements de boisements compensateurs sur de très faibles surfaces, des surfaces confettis, qui ne permettraient pas derrière une gestion forestière optimale. Donc, on a fixé une surface minimum de 4 hectares. Donc, ça, c'est le cadre, 4 hectares. Et ensuite, on matérialise, on formalise les engagements par une convention. Donc, est annexée à chaque autorisation de défrichement une convention qui engage le propriétaire sur une période de 20 ans. Donc, le propriétaire s'engage sur un programme d'entretien de ces boisements pendant 5 ans. Donc, pendant 5 ans, on doit vérifier que les boisements qui ont été réalisés sont bien entretenus. Et ensuite, il s'engage à conserver la destination forestière des bois pendant 20 ans pour permettre derrière une exploitation et l'approvisionnement de la filière qui était recherché via ces boisements compensateurs. Voilà. Donc, le propriétaire reste propriétaire de son terrain. Le boisement est réalisé souvent par un opérateur. Donc, pour le propriétaire, lui, c'est en gros un boisement qui lui revient pratiquement à rien parce qu'il est réalisé par un opérateur dans le cadre du projet. Donc, l'implantation est réalisée aux frais de l'opérateur, mais derrière, il a à sa charge l'entretien pour la conduite du peuplement et il doit faire en sorte que, évidemment, les parcelles produisent du bois d'œuvre. D'accord. Mais il peut passer par l'intermédiaire d'une coopérative forestière ou d'un. Voilà, d'accord. Donc, il en touche les revenus diminués, le cas échéant, de la mission qu'il confie à un opérateur forestier, c'est ça? Voilà, c'est l'équivalent un peu d'une aide forestière. Il reste propriétaire de son bien, il l'exploite, mais là, c'est un soutien à l'installation des boisements. Parce que c'est pour ça qu'on a mis cette règle de faible valeur économique, parce qu'en fait, dans ces boisements, la difficulté qui a été constatée, c'est que les propriétaires n'ont pas forcément la mise de départ, parce que ça leur coûte de réinstaller un boisement, alors que les revenus issus de la coupe des bois seront faibles. Donc, pour éviter que ces parcelles restent en friche ou ne soient pas valorisées de façon optimale, on aide, via ces boisements compensateurs, à l'installation d'un peuplement bienvenant, à charge pour le propriétaire, d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'entretenir. Et c'est une question qui vous paraîtra évidente, mais celui qui paye le boisement est celui qui a procédé au défrichement. Dans le cas particulier d'Oriseo, ça serait NGNEN qui financerait la replantation, etc. C'est bien pour ça que ça vient en compensation. Normalement, ça pourrait être une indemnité, mais voilà, c'est plutôt qu'une indemnité en argent sonnant et trébuchant, c'est le financement de travaux de boisement.
Alors, moi, j'avais une question qui portait sur, enfin, une question qui a été posée sur le site, sur est-ce que la proximité des débouchés du bois, hein, en termes de papeterie, de sciage, entre en ligne de compte dans les critères d'éligibilité? Parce qu'on a bien compris que si on s'éloigne des lieux où le sciage s'effectuait, où la papeterie qui était débouchée, etc., on aura des contraintes supplémentaires de transport, d'éloignement. Bon. Comment ce critère d'éloignement ou de proximité, au contraire, des débouchés du bois, des débouchés antérieurs dans les nouvelles parcelles, entre en ligne de compte de votre point de vue? Alors, là encore, les règles sont écrites, c'est-à-dire que le porteur de projet doit d'abord rechercher des terrains en compensation sur la commune, sur le territoire communal. Oui. Et à défaut de trouver ces terrains sur le territoire communal, il élargit le cercle de prospection petit à petit. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une bourse, parce que cette bourse boisement compensateur localise les boisements disponibles. Donc, ça oriente la recherche en fonction du lieu de défrichement. Ça facilite la recherche pour les porteurs de projets. Donc, les règles qu'on s'est fixées, pour répondre à votre question, c'est qu'on est vraiment, là, en l'occurrence, il s'agit de pain maritime, il faut qu'on reste dans un rayon d'approvisionnement normal des industries du pain maritime. Donc, le rayon d'approvisionnement normal, c'est le département. Ensuite, le massif des Landes de Gascogne, donc qui couvre 3 départements, hein, c'est Landes, Lot-et-Garonne et Gironde. Et puis, au-delà, c'est l'aire de pain maritime à proximité. Et donc, il y a du pain maritime en dehors du triangle des Landes de Gascogne, à l'ouest du département de la Dordogne et au sud des départements de la Charente et de la Charente-Maritime. Donc, on a une aire de pain maritime en dehors du massif des Landes de Gascogne qui peut aussi être prospectée si le porteur de projet ne trouve pas de parcelle dans le triangle des Landes de Gascogne. Alors, une question qui est venue très souvent, auquel d'ailleurs une réponse avait été apportée dans le cadre du compte-rendu de l'étude sylvicole faite par les maîtres d'ouvrage, c'est est-ce qu'on peut trouver 2000 hectares à minima, 2000 voire un peu plus, ça dépend du coefficient, vous m'avez dit, pour compenser dans le massif landais. Et surtout, nous a-t-on demandé si on y ajoute d'autres grands projets qui vont nécessiter des défrichements. Les questions en ce moment, l'actualité de la LGV. Donc, est-ce qu'on a suffisamment dans le massif landais et un peu dans les conditions que vous avez expliquées à l'instant, ces 2000 hectares? Est-ce qu'on les connaît aujourd'hui? Est-ce qu'il va falloir accélérer ou amplifier le travail effectué par la bourse? Enfin, est-ce qu'il y a là une quantité en quelque sorte de parcelles à trouver qui est particulièrement importante et qui va nécessiter un effort particulier? Alors, en préambule, on n'a pas encore fixé le coefficient parce qu'on n'a pas suffisamment d'éléments à l'heure actuelle pour fixer le coefficient. Donc, voilà, 2000 hectares, correspond à un coefficient 2. Et donc, le coefficient 2, c'est le coefficient plancher qu'on applique dans le massif des Landes de Gascogne. Parce que l'enjeu de production est très fort dans le massif des Landes de Gascogne pour les raisons que j'ai développées précédemment. Donc, on a un coefficient minimum de 2. Mais le coefficient sera certainement au-delà de 2 parce qu'on a notamment des parcelles aidées qui ont été aidées suite à la tempête de 99 et de 2009. Et lorsqu'on a une parcelle aidée, le coefficient est de 5. Voilà. Donc, il faudra regarder ça de plus près lors de l'instruction. Et donc, on aura un coefficient moyen qui sera au-delà de 2. Voilà. En revanche, tout porteur de projet a la possibilité, même si on l'incite fortement à faire du boisement compensateur, hein, vous l'avez compris, a la possibilité de mixer, de faire pour une part du boisement compensateur et puis pour une part de verser une indemnité si les surfaces, comme vous l'avez supposé, étaient difficiles à trouver. Donc, il faut savoir que réglementairement, cette possibilité est ouverte. Alors, pour répondre plus précisément à votre question, est-ce qu'on a les 2000 hectares, parce qu'en partant d'une hypothèse… Plus tous les autres. Actuellement, dans le département de la Gironde, on n'a pas cette surface validée dans le cadre de la bourse des boisements compensateurs. Parce que, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est un projet un peu hors norme. Hein. La bourse, les porteurs de projet ne s'étaient pas mobilisés. Parce que là encore, ce n'est pas une bourse
qui est administrée par l'État. C'est une bourse sur laquelle s'appuie l'État pour valider des boisements compensateurs. Oui. Donc, ce sont bien les opérateurs privés, les opérateurs de boisement, qui alimentent la bourse. Donc là, les opérateurs de privés n'avaient pas ce gros projet en ligne de mire et jusqu'à présent n'avaient pas proposé de parcelles à la hauteur des besoins de ce projet. Oui. Mais là, si se confirmait que ce projet devait finalement aboutir, je pense qu'il y aurait une recherche plus active des différents opérateurs forestiers pour proposer des parcelles supplémentaires dans le cadre de la Vous bourse. lanceriez une espèce d'appel à parcelles. Enfin, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais il y aurait Voilà. un peu de publicité sur cette affaire. Voilà, ça, il faudra que tout le monde propose, s'active et recherche plus activement des parcelles à proposer en Alors, compensation. est-ce que dans ce cadre-là, dans le cadre de la logique que vous avez expliquée, des cercles concentriques, et vous l'avez évoqué un peu tout à l'heure, la Dordogne fait partie des départements où les boisements compensateurs sont possibles et où ils sont couramment pratiqués. Vous avez évoqué les sujets de châtaigneraie. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire ce qu'il en est de la Dordogne en général et puis singulièrement de cette affaire de châtaigneraie en Dordogne? Parce que ça suscite un certain émoi. Les gens disent oui, mais quand même, on va remplacer de la châtaigne, hein, qui est patrimonialement à une certaine, dans l'imaginaire, à une certaine valeur, par du pin maritime, c'est-à-dire de la plantation industrielle. Enfin, bon, comment vous abordez cette question? Alors, je ne suis pas le mieux placé et je vais éviter de trop me prononcer à la place de mon collègue de Dordogne, parce qu'en fait, c'est bien mon collègue de Dordogne qui valide les propositions de boisement compensateur dans son département. Donc, la seule chose que je sais, c'est qu'en Dordogne, on avait ce qu'on appelait des mélanges pin taillis. Donc, historiquement, on avait des peuplements, des parcelles forestières qui supportaient à la fois du pin et du taillis. Voilà, c'était un mode de culture qui existait en Dordogne pour faire à la fois du bois d'œuvre et puis à la fois de la châtaigne ou du bois d'industrie, des piquets, etc. Donc, ce mode d'exploitation existe et le pin maritime est depuis longtemps exploité et cultivé en Dordogne. Donc, on est bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'aire naturelle aussi du pin maritime dans l'ouest de la Dordogne. Donc, on peut trouver des parcelles. Alors, sachant que mes collègues sont aussi vigilants, parce qu'on en débat quand même régulièrement entre nous, faire en sorte que les essences installées soient adaptées à la station. Donc, il ne s'agit pas d'aller planter du pin maritime dans des stations qui ne lui conviendraient pas ou des stations qui conviennent parfaitement aux chênes, par exemple, etc. Donc, il y a bien ce regard particulier de nos collègues de Dordogne sur les possibilités d'accueil du pin maritime. Je repose la question, excusez-moi, c'est l'esprit de… On peut imaginer, compte tenu des évolutions climatiques, que ce soit d'autres essences que le pin maritime qui soient replantées ou pas? Est-ce qu'il y a un bonus à planter une essence? Alors, je ne dirais pas de qualité supérieure, parce que ça serait évidemment pas tout à fait juste, mais est-ce qu'il y a un bonus à planter des espèces qui s'adapteraient mieux à tel ou tel territoire, ou est-ce que c'est vraiment essence pour essence? Alors, c'est une très bonne question. La priorité, c'est effectivement d'installer une espèce forestière qui est adaptée. Donc ça, c'est bien la priorité. Et c'est pour ça que dans nos recherches de terrain pour le pin maritime, on s'assure que la station est adaptée au pin maritime. Alors, le deuxième élément, c'est que toutes les projections, si vous prenez les simulations de l'INRA, etc., sur l'évolution des forêts à l'horizon 2050 ou 2100, montrent que la place du pin maritime va progresser, parce que c'est une essence rustique, une essence qui supporte la sécheresse, qui a moins de besoin en eau, et donc les projections de l'INRA donnent une place de plus en plus importante au pin maritime. Donc, on ne prend pas de risque à installer du pin maritime en dehors du massif des Landes de Gascogne. C'est d'ailleurs déjà le cas, on plante du pin maritime dans la vallée de la Loire notamment, jusqu'en Bretagne. L'aire du pin maritime est en train de progresser vers le nord. Voilà, donc, et ensuite, le deuxième élément, c'est que même si l'essence principale de production est le pin maritime, il n'en demeure pas moins qu'on peut accepter, dans le cadre de ces boisements compensateurs, des mélanges d'essence. Et on est même encouragé par les dernières recherches de l'INRA
à favoriser des essences, des mélanges d'essence. Et notamment, alors du pied à pied, c'est délicat parce que la vitesse de croissance n'est pas la même pour les arbres, mais par contre, conserver des bancs de feuillus en périphérie de parcelles de pins maritimes, ça, c'est une option qui est proposée par INRA et qui est tout à fait envisageable. Donc, voilà. Donc, lorsqu'on parle de compenser les essences avec la même essence, on autorise malgré tout à mettre en place des systèmes en mélange avec une essence principale de production qui restera le pain maritime, mais des essences associées pour leurs valeurs On ne environnementales. peut pas faire moins, mais on peut faire plus, en quelque sorte. Enfin, voilà. c'est ça. Voilà, tout à fait. On peut pas être. Voilà. Alors, moi, j'ai une question également qui avait été posée qui touchait à la compensation de la compensation. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, alors ça, c'est dans le cas de parcelles, de friches agricoles, hein, dont vous pourriez imaginer qu'elles ne soient pas utilisables en premier rang, mais qu'avec l'accord des chambres d'agriculture, elles puissent figurer dans les parcelles éligibles. En gros, vous arrivez sur un territoire, vous replantez, mais il y a des enjeux environnementaux, il y a des enjeux. Est-ce que le code forestier ou la procédure ou les pratiques peuvent prévoir ce que j'appelle, enfin, c'est pas ce que j'appelle moi, mais des compensations de la compensation, quoi. C'est-à-dire que on a une parcelle riche écologiquement où on a voilà. Alors, dans ce sens-là, non, parce que c'est aussi un point de vigilance qu'on a lorsqu'on valide des boisements compensateurs. Si on nous propose des terrains qui sont de faible valeur économique avec une faible potentialité forestière, mais avec de forts enjeux environnementaux, des peuplements ouverts notamment, on ne va pas accepter ces terrains en compensation parce que là, l'intérêt majeur, je pense notamment aux abords de zones humides, c'est bien la préservation de milieux ouverts. Et donc là, on refuse les compensations forestières sur ces terrains. Par contre, il arrive, à l'inverse, que des compensations environnementales aient lieu en forêt. C'est peut-être plus ça que sous-entendez la question. Donc là, effectivement, on arriverait c'est pas une aberration, mais c'est quand même un système un peu compliqué parce qu'on met en place une compensation au titre de la forêt, on nous demande derrière de déboiser, entre guillemets, le boisement mis en place pour favoriser des compensations environnementales. Voilà, donc on souhaite éviter ce cas de figure qui arrive rarement, mais qui arrive de temps en temps. Donc, il y a quand même un engagement lorsque un boisement compensateur est réalisé à conserver, donc avec cette convention de 20 ans. Donc, en principe, sur un boisement compensateur, on ne peut pas réaliser par la suite de compensation environnementale. D'accord. Alors, j'ai une avant-dernière question. Vous avez évoqué tout à l'heure la situation d'impossibilité de compensation, donc de versement à un fonds. Dans ce cas-là, à quelle hauteur s'élèvent les sommes versées par les maîtres d'ouvrage? Bon, c'est des espèces hein, sonnantes et trébuchantes, donc il y a un tarif, il y a un barème. Comment ça se passe? Ah oui, il y a un barème tout à fait qui dépend, qui est fixé au niveau régional, qui dépend de la valeur du foncier agricole, notamment, des petites parcelles foncières, petites régions agricoles, et qui dépend de l'essence. Donc, voilà, cette indemnité, elle est calculée. Donc, on la fait d'ailleurs, on la calcule de façon systématique lorsqu'on instruit une demande d'autorisation de défrichement pour informer le propriétaire en lui disant qu'il a l'option. On l'incite fortement à faire du boisement compensateur, mais qu'à défaut, il devra payer cette indemnité. Voilà. Donc, Vous avez un chiffre en tête, monsieur, pour la Gironde, par exemple? Alors, il faudrait que je reprenne. C'est le coût du boisement compensateur je crois, de l'ordre de 1 500 €, plus ça doit être de 2 500 €, je crois, la valeur moyenne du foncier. Donc, on doit être autour de 4 000 €. C'est un ordre de grandeur, mais je crois que c'est ça à peu près, hectare pour du pain maritime. À l'hectare, c'est quoi? C'est une somme à l'hectare. Voilà, 4 000 € à l'hectare pour un coefficient à peu près. 1 500 de boisement plus 2 500 de foncier, à peu près. D'accord. D'accord. Alors, pour que les choses soient tout à fait claires, quoique les explications que vous donnez soient tout à fait nettes,
l'autorisation n'est donnée qu'à partir du moment où vous vous présentez avec des parcelles sur lesquelles vous allez compenser. Ou Oui. des modèles. C'est ça. C'est-à-dire que quand l'instruction, quand ça arrive tout ça sur votre bureau, c'est que on a identifié les parcelles à reboiser, où on a fixé la proportion de ce qui serait compensé ou versé au fonds dont vous parlez. Alors, L'autorisation n'est donnée qu'à ces conditions-là. oui, alors en fait, quand on reçoit une demande d'autorisation, le porteur de projet a 1 an pour engager les travaux de reboisement et a 3 mois pour nous proposer un cahier des charges de reboisement. Donc, dans les 3 mois, il doit nous dire, ben voilà, moi, je vais réaliser telles essences sur telle surface, etc. Donc, un cahier des charges de reboisement. Oui. Et dans les 12 mois, il doit nous apporter la preuve qu'il a engagé les travaux, donc soit par des devis signés, soit par première facture. Et il a 3 ans pour terminer les travaux. Donc, voilà. Donc, on va, nous, en général, le contrôler dans la 3e année pour s'assurer que les travaux sur lesquels il s'est engagé ont bien été réalisés. Donc, ça veut dire qu'on ne signe les conventions, effectivement, que lorsqu'il nous a trouvé un cahier des charges, il nous a fourni le cahier des charges, etc. Donc, il y a un petit délai pour signer les conventions. Alors, par contre, là où, dans un projet comme Oriseo, où les choses sont un peu plus compliquées, c'est que c'est un dossier qui va être soumis à enquête publique. Oui. Dans ce cas-là, les boisements compensateurs sont une des pièces constitutives de l'enquête publique. Donc, l'enquête publique doit se dérouler dans un délai de, je crois que c'est dans les 3 mois. Donc, il faut fournir plus rapidement les parcelles qui seront l'objet de la compensation, parce que c'est une pièce constitutive, un élément du dossier d'enquête publique. Voilà, et au fil des années, comment s'effectue le contrôle de l'État sur cette… Alors, c'est une question qui a fait polémique, puisqu'Engie a été mise en cause d'une certaine façon les services de l'État dans un reportage un peu sensationnel là, récemment. Donc, comment s'opère le contrôle de l'État sur année après année, si on peut dire, ou groupe d'années après groupe d'années, sur la réalité de ces boisements compensateurs? Alors, on a un plan de contrôle. On a un plan de contrôle qu'on met en œuvre tous les ans. Et pour ce qui concerne les boisements de compensateurs, on va, au moins une fois dans les 3 ans, constater la réalisation des boisements. Donc, on le fait de façon systématique pour les boisements compensateurs. Dans les 3 ans, on va vérifier la réalisation effective des boisements. Voilà. Donc, en revanche, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, sur des très gros projets, on ne va pas forcément visiter toutes les parcelles. Donc, on fait un échantillonnage des parcelles. Mais par contre, pour chaque projet, on va contrôler. D'accord. Et quel risque si les engagements pris par les maîtres d'ouvrage ou les gens qui ont fait une demande d'autorisation ne respectent pas leurs engagements? Il y a une amende, il y a il y a d'abord, on rappelle les obligations, hein, donc on les met en demeure d'assurer la bonne fin des travaux. Et voilà, donc s'il y a mauvaise volonté, eh bien, on peut effectivement faire en sorte que l'indemnité soit versée au fond. Et puis on peut aussi, même si cette extrémité, moi je ne l'ai pas connue, mais on peut très bien demander la remise en état des terrains, donc annuler l'autorisation de défrichement si la condition n'est pas réalisée. Donc, le code forestier nous permet de demander la remise en état des terrains. Et le maître d'ouvrage a une possibilité de recours par rapport à un refus d'autorisation de défrichement? Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, tout à fait. Juridiction Un recours devant le administrative, tribunal administratif, un recours gracieux et ensuite un recours devant le tribunal administratif. Ça, c'est une des procédures qu'on pratique régulièrement. Bon, écoutez, monsieur, moi j'ai épuisé la liste des questions que nous avions résiduelles, enfin, puis resituer ces questions dans l'ensemble des réponses que vous avez eu
l'amabilité de nous apporter au fur et à mesure de ce débat. Merci de votre contribution qui est tout à fait précieuse et qui seront utiles à la fois pour répondre aux questions des participants au débat et puis pour la rédaction du rapport de la commission. Voilà, donc merci monsieur, bonne continuation et transmettez les meilleures salutations aux personnes du service de la DTM qui ont été tout à fait coopératrices, je ne sais pas comment on dit, à l'occasion de ce débat public. Merci beaucoup monsieur. Bonne continuation. Au revoir monsieur.